Merci beaucoup Mathieu et puis merci pour l'invitation de My Cancer Network pour co-animer avec toi ce webinaire sur sexualité féminine et cancer. Voilà, je suis Richard Clotio, psychologue et sexologue. Je travaille au CHU de Rouen actuellement à 60% en service urologie et j'ai une activité libérale que j'exerce à la clinique Mathilde à raison de 2 jours par semaine. J'interviens également sur différentes formations universitaires et notamment le DU de sexologie pour l'université de Lille-Amiens depuis quelques années. Et j'accompagne aussi des patients atteints de cancer depuis plusieurs années, après avoir eu une expérience notamment en soins palliatifs à domicile il y a une dizaine d'années. Et puis avec mon expérience au CHU, dans le service d'urologie, où on accueille parfois des femmes qui ont des cancers de la vessie ou du rein et avec des retentissements pelviens évidents. Voilà, donc ce sera peut-être l'occasion aussi à un moment donné d'en dire un mot au cours de ce webinaire. Donc déjà, nous, on te remercie justement de partager ton expérience et ton expertise sur cette thématique. On est très chanceux de t'avoir ce soir justement pour aborder ce sujet de la sexualité féminine et cancer. Donc, alors, hein, donc, penses-tu qu'il puisse justement on va aborder le premier thème, mais penses-tu qu'il puisse avoir des freins au dépistage et si oui, de quel ordre? Alors effectivement, quand on discute avec les femmes pour voir un peu quelles sont leurs difficultés pour aller au dépistage, il est de plusieurs ordres. Souvent, c'est d'abord la question du rapport à l'intimité, devoir dévoiler une intimité à quelqu'un qu'on connaît pas, et pas toujours simple à faire en fonction de la personne qu'on est, en fonction de l'éducation qu'on a reçue, en fonction de son rapport personnel à la pudeur, au fait d'exposer plus ou moins une partie de son corps. C'est pas forcément simple à faire. Et puis, il y a aussi le corps tel qu'il est perçu pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire que on est parfois content de son corps et on peut être aussi parfois moins content de son corps. On peut avoir des complexes, des choses qui nous perturbent sur le plan plus de notre représentation de notre propre corps, qui nous donnent pas envie de le montrer. Et selon le degré de complexe, selon le degré de pudeur qu'on va retrouver, ça peut faire un frein. Alors, un frein au dépistage, surtout un frein au fait d'aller passer des fois certains examens. Il y a aussi les représentations qui sont en lien avec les examens en eux-mêmes, puisque on sait que les examens à la mammographie n'est pas quelque chose qui est toujours vécu de manière facile par les femmes dans leurs témoignages. Alors, je parlerai pas forcément de- des questions de communication tout de suite, mais en tout cas, euh, sortir sa poitrine, l'exposer sur une plaque, se faire comprimer le sein, c'est des expériences qui sont décrites comme désagréables par les femmes. Et selon aussi la taille du sein, selon la forme, selon la facilité à réaliser l'examen ou à devoir le refaire, justement, ça peut être d'autant plus une source de représentation négative et c'est des choses dont les femmes parlent entre elles dans leurs expériences de vie et elles peuvent parfois se partager des, entre guillemets, des mauvaises représentations. Alors, elles sont pas mauvaises en soi parce qu'elles sont basées sur leurs expériences, mais ce qui est à noter, c'est que l'expérience des unes ne fait pas l'expérience des autres et que finalement, en fonction de comment on est, en fonction de comment on arrive, en fonction aussi de notre état de stress, on peut vivre des choses tout à fait différentes dans ces examens. Alors, du coup, on a besoin de réassurance pour aller faire les examens et c'est là où parfois ça peut arriver que la communication soit moins facile à faire parce que d'un côté, on a un monde hospitalier qui a besoin de prodiguer un examen, qui a une certaine cadence, qui a un certain rythme à tenir avec un certain nombre de rendez-vous qui sont pris. Ça, c'est les contraintes institutionnelles en elles-mêmes. Et puis, à côté de ça, il y a les personnes qui viennent avec leur intimité, avec leur représentation, avec parfois aussi des tabous sur le fait de parler des choses de l'intime, ou en tout cas de les partager avec quelqu'un qui ne serait pas un conjoint ou une conjointe, euh, parce qu'il y a aussi évidemment dans les couples de femmes, des fois, une envie de préserver son intimité à deux. Et donc, ça peut arriver que ce soit compliqué en termes de communication entre les attentes des uns et les attentes des autres.
C'est bien pour ça qu'il y a un besoin de réassurance qui n'est peut-être pas toujours au rendez-vous et qui peut arriver des fois finalement simplement après, parce qu'après avoir passé l'examen, heu, finalement le temps est passé, l'examen est derrière soi et pour peu qu'il soit rassurant finalement on se dit: «Bon bah, au moins je peux repartir tranquille pour un certain temps». Et c'est aussi toute l'histoire de la temporalité. Il y a des moments où on est prêt ou prête à, affronter ces examens. Il y a des moments où on l'est moins. Il y a des moments où on se sent disponible parce que pour plein de raisons, on est OK, on a pris un peu de temps, on n'est pas pressé, parce que le rendez-vous était organisé. Et puis il y a des moments où on n'est pas disponible parce que peut-être on a des enfants à aller chercher, parce que peut-être on est attendu au travail, parce que peut-être on a, d'autres priorités qui se sont organisées au même moment et auquel cas, cette rencontre-là, va pas se faire de manière simple. Donc c'est pour ça que c'est toujours un moment un peu particulier et aussi notamment parce qu'il a, tout son intérêt. Le dépistage, c'est vraiment le moment où on n'a pas de symptômes, ou a priori on n'en a pas perçu et c'est pour ça qu'il est si important, c'est que justement, il permet une prise en charge extrêmement précoce, au cas où on dépiste des choses qui seraient, à prendre en charge et à traiter. Donc c'est pour ça que tout le monde est là, depuis, 2 jours, 2-3 jours, chaque fois que j'allume la radio, il y a beaucoup d'émissions à l'heure actuelle pour parler justement du dépistage. Alors, sur France Bleu notamment, mais même sur les radios nationales, on entend beaucoup de l'importance du dépistage. C'est probablement quelque chose qu'on redit chaque année. Le dépistage, c'est vraiment le moment où ça permet aux professionnels de santé de pouvoir être dans les meilleures dispositions pour accompagner les futures patientes et pour que les futures patientes soient elles-mêmes aussi dans les meilleures dispositions parce que pris au plus tôt de leurs besoins de santé. Il me semble que tu avais quelques chiffres justement à partager avec nous? Oui, 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 tout à fait. Ouais, tu avais ça? Alors, je vous ai pris pour, aujourd'hui, 3 petites diapos. La première parle de l'étude Vican, qui a été une étude réalisée en 2012, l'étude Vican 2, qui est, la vie avec un cancer après 2 ans après, la découverte du cancer. Et ce que cette étude, montre, c'est la proportion de personnes qui ont parlé de leur sexualité avec l'équipe soignante depuis le début de la maladie. Et ce qu'on observe, c'est que, vous voyez, par exemple, pour le sein, qui est la ligne la plus haute, finalement, il n'y a qu'au global, allez, on va dire, 13-15 de personnes qui ont abordé le fait que, ce cancer pouvait avoir un impact sur la sexualité et dont une certaine, petite portion qui était à l'initiative des soignants et une portion un peu plus grande à l'initiative, de la personne en elle-même. Et puis si on descend un petit peu dans la colonne, vers le bas, on va tomber sur le col de l'utérus, voilà, là où tu as mis, effectivement la flèche de la souris et là, on voit que finalement les professionnels de santé sont à plus de 20 à aborder le sujet avec les patientes, et que finalement les patientes, elles aussi représentent, allez, on va dire un bon 16-17 d'initiatives pour, parler de l'impact sur la sexualité. Néanmoins, on voit bien que dans l'ensemble, c'est pas si simple que ça et que pour d'autres types de cancers, finalement, on en parle très peu. Vous voyez, par exemple, la thyroïde chez les femmes, heu, on en parle très, très peu et c'est les patientes qui sont à l'initiative de cette discussion avec les soignants. Donc on voit bien que et ça fait partie des freins qui sont, décrits, dans les études de sexologie. Quand on est professionnel de santé, si on n'a pas été sensibilisé à la question de la sexologie clinique et à l'impact de la maladie ou des traitements sur la santé sexuelle des personnes, eh bien, on a une forme de frein, de pudeur, aussi du côté des soignants, pour aborder ces sujets-là. Parce que finalement, et c'est très intéressant, les études montrent que les soignants souvent s'attendent à ce que ce soit les patients qui leur posent des questions, parce que par pudeur ou par, des fois, frein, ils osent pas en parler spontanément. Et on voit quand on demande aux patients qu'eux, ils souhaiteraient énormément que ce soit les professionnels de santé qui abordent le sujet, alors notamment avec des questions ouvertes, et voilà: «Et comment ça se passe, pour vous sur le plan intime? Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'impact de la maladie sur, votre vie de couple?» Oui, ça peut être des questions qui sont assez ouvertes et qui, ne ciblent pas tout de suite, un trouble plutôt qu'un autre, mais ce qu'on voit aussi, c'est que les soignants, dans ces études-là, disent qu'ils ont parfois peur
de ne pas avoir la réponse adaptée, pour répondre aux patients et c'est pour ça finalement que peut-être, on en parle un petit peu moins. Alors, vous voyez là, par exemple, sur le schéma, on voit que dans le cancer de la prostate, par contre, on en parle beaucoup plus. Petit déséquilibre, dans la prise en charge effectivement masculin, féminin, sur ces questions-là. Bon, un déséquilibre qu'on connaît, hein, qui est un petit peu historique et qui est dans la même, mouvance que toutes les études qui ont été faites sur la contraception, féminine plutôt que la contraception masculine, sur l'efficacité, des aides aux érections plutôt que sur bah, l'accompagnement des troubles de la sexualité féminine. Voilà, ça fait partie des choses, on sait. Il y a certains sujets, des fois, on en parle plus que d'autres. Néanmoins, mais j'en reparlerai peut-être dans le webinaire le mois prochain, finalement, même dans les cancers masculins, il y a quand même beaucoup de tabous. Et c'est les jeunes générations qui essayent de faire bouger beaucoup les choses chez les médecins, et que ce soit des garçons ou des filles, pour justement aborder plus le sujet. Et ça, c'est plutôt rassurant parce que le sujet de la sexualité est quelque chose dont on parle globalement plus au sein de la société. C'est vraiment une bonne chose. Du coup, si on peut passer sur le Oui, prochain. j'avais juste une question à te poser justement, et j'en profite du coup parce que je vois que des soignants, par exemple dans le cas du utérus, prostate, etc., vont être à l'initiative et en parler beaucoup, alors que le sein un peu moins. Est-ce que ça pourra aussi avoir un rapport avec la localisation du coup, peut-être plus évocatrice? Alors, oui, sur l'aspect de la génitalité versus le reste du corps. C'est toujours, intéressant si on regarde, l'histoire du rapport au corps et de l'histoire, du rapport à la poitrine, à la forme, globale des corps et à ce qui est un corps désirable. Heu, on voit qu'il y a une évolution, depuis très longtemps dans les représentations aussi qu'on a, j'ai envie de dire les représentations culturelles ou, picturales, des seins des femmes, versus la génitalité. Et c'est assez curieux parce que finalement, on expose beaucoup les poitrines des femmes, on expose moins les vulves, alors qu'il y a beaucoup de complexes chez les femmes sur les 2 aspects, ce qui est fort dommage évidemment parce qu'on choisit pas le corps qu'on a, au départ et qu'on peut pas forcément toujours accéder à des chirurgies pour trouver le corps beau, le corps idéal. Mais il y a toujours ce rapport en fait au corps qui est particulier, qui est fait à la fois de représentation culturelle, de tabou et aussi d'une part des fois un peu de voyeurisme. Mais, c'est étonnant parce que finalement là, c'est comme si ça n'intervenait pas, comme si le sein était un peu banalisé comme non sexué ou non sexuel. Alors, est-ce que c'est, de la part du mouvement, des femmes? Est-ce que c'est de la part du mouvement, des soignants? Ça, je saurais pas le dire, parce que j'ai pas l'information. Mais ce que je vois, c'est que il y a aujourd'hui un discours, qu'on peut entendre dans la société pour essayer un peu, pour certaines personnes, de désexualiser le sein. C'est un mouvement militant, pour considérer la poitrine autrement qu'elle n'a été considérée et quelque part pour la désexuer un petit peu parce qu'elle est aussi l'objet de gêne dans les rapports hommes-femmes. Évidemment, quand les, messieurs, dans la rue, regardent avec insistance sur les poitrines des dames, c'est toujours, quelque chose d'un petit peu gênant et je pense qu'il y a ce rapport ambivalent finalement entre, le sein qui est désiré ou fortement désiré sur le plan sexuel par les uns ou, des fois pas très désiré ou désirable pour les autres. Mais j'aurais pas plus d'explications là pour le coup, faudrait voir avec les collègues qui prennent en charge, le sein pour voir un petit peu auprès d'eux, comment ils vivent, ce rapport-là en fait. Oui, bah, je te remercie pour l'explication. Donc je vois la remarque de Sarah au passage, effectivement, hein, c'est pas toujours simple d'évoquer, la problématique sexo. Alors l'autre, étude qui est du coup, extrait de l'étude VICAN 5, donc 5 ans, la vie 5 ans après, avoir, eu un diagnostic de cancer. Et ce qu'on observe, c'est alors là, il y a 5 critères. La maladie a diminué mon désir sexuel ou ma libido. On avait quand même un grand nombre de personnes répondantes. Et on voit bien que 5 ans après avoir eu un cancer, on a 56% des personnes qui déclarent que la maladie a diminué leur désir sexuel. C'est relativement intéressant, ça on y reviendra probablement tout à l'heure.
sur les causes qui peuvent être en lien avec ça. Deuxième élément, ma capacité à avoir un orgasme a diminué depuis la maladie. Pareil, on a plus de 50% des personnes qui se sentent diminuées 5 ans après avoir eu un cancer. La fréquence des rapports sexuels a diminué depuis la maladie. Là, on est à 64,5%. Et au cours des 2 dernières semaines, je n'ai pas eu de rapport sexuel pour 43% des personnes. Alors, il faudrait voir aussi, mettre cette statistique-là en regard de l'âge moyen des personnes qui ont répondu, parce que, il y a aussi un effet de nombre de rapports sexuels en fonction des tranches d'âge. Et je suis peu ou pas du tout satisfait ou satisfaite de la fréquence actuelle de mes rapports sexuels. Là, on est à 39% avec un chiffre qui est relativement stable, entre 2 et 5 ans, heu, après un cancer. Ce qui est intéressant sur ces statistiques, c'est de voir que finalement, on est quand même assez touché par les conséquences de la sexualité sur la sexualité, pardon, d'un cancer, quel qu'il soit. Et à la fois, ce que ces études ne montrent pas, c'est, en tout cas on l'a pas là, ce sont les différents facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. C'est-à-dire qu'il faut jamais oublier que dans une histoire de vie de couple, il y a aussi l'antériorité du couple. Peut-être qu'on n'était pas satisfait de sa sexualité déjà avant d'avoir un cancer et que finalement le fait d'avoir eu un cancer n'a pas amélioré les choses. Peut-être que pour un certain nombre de personnes, c'était déjà compliqué d'atteindre l'orgasme avant la maladie et que finalement ça l'est toujours après. Heu, donc c'est pour ça qu'il faut toujours prendre aussi ces chiffres avec une certaine précaution, parce que si on a, par exemple 64% des gens qui relatent que la fréquence de leur rapport sexuel a diminué depuis la maladie, on n'a pas la statistique de ceux pour qui la fréquence des rapports sexuels a augmenté depuis la maladie. Et il y en a aussi probablement. Parce que, mieux-être, parce que libération, parce que, il y a aussi d'autres facteurs relationnels qui rentrent en ligne de compte quand on traverse, une maladie, quelle qu'elle soit. Et puis, du coup, cette diapositive-là, c'était pour vous parler un peu des principales dysfonctions sexuelles qu'on va retrouver chez les femmes. Ce qu'il faudra retenir, hein, en majorité, ça va être les dyspareunies, c'est-à-dire les douleurs sexuelles à la pénétration. Il y a 2 types de dyspareunies, les dyspareunies, superficielles ou orificielles et les dyspareunies profondes. Et puis il y a, la baisse du désir, hein, le trouble de la libido en lui-même. Ces troubles du libido, du désir en tout cas, ils peuvent être d'origine psychogène. C'est ce qu'on voit dans l'encadré, en bas à gauche, avec des blocages sensoriels, heu, des choses qui font que c'est plus difficile d'approcher le corps, que ce soit par la vue, que ce soit par l'odeur des fois, de certains aspects en lien avec la maladie, de certains bruits. Je pense notamment aux personnes qui peuvent avoir des fois des stomies digestives. Ça peut être, gênant pour certains d'avoir des bruits de gaz. Heu Il y a une altération à la motivation parce que pour certaines personnes, le fait d'avoir eu une maladie, d'avoir eu un cancer, ça donne aussi un coup de vieux, ça donne aussi une réorganisation des priorités et finalement dans cette réorganisation des priorités, du côté plus de la survie que du plaisir de vivre, eh bien, on peut avoir cette altération à la motivation et puis on a un certain nombre de couples pour lesquels on va retrouver une communication qui est insuffisante. C'est-à-dire que, c'est déjà des fois pas facile de parler au sein du couple de nos besoins et de nos désirs, sexuels. Si en plus on est entre guillemets, «invalidé» par, la maladie ou par, des gènes ou par des changements corporels importants, bien c'est sûr que des fois, au sein des couples, ça va pas améliorer la communication. Encore une fois parce qu'il y a aussi des fois beaucoup de pudeur, heu, dans les couples. Malheureusement, j'ai envie de dire des fois une pudeur un peu mal placée. Ce qui est dommage, c'est que quand on est dans un couple, finalement, la personne avec qui on vit dans le couple devrait être surtout la première personne à qui on puisse se confier et on voit bien que des fois c'est pas le cas dans les couples et ça, en général, ça a des conséquences un peu plus globales sur la vitalité, le fonctionnement du couple, ce qui amène tôt ou tard à des troubles du désir. Après, il y a les aspects plus iatrogènes en lien avec les traitements qui sont faits, hein. Quand il y a une chirurgie où on enlève, toute ou partie d'un organe, évidemment ça impacte énormément la sexualité. Je pense notamment, quand on a des pelvectomies antérieures, où on a des chirurgies extrêmement lourdes, où on enlève la vessie, l'utérus, une partie du vagin, voire, j'ai eu des patientes à qui on avait, dû enlever, la vulve, qui se retrouvent avec un lambeau à cet endroit-là, et qui n'ont plus entre guillemets comme orifice, que leur anus dans cette zone-là, devoir réorganiser toute sa sexualité,
qui était vaginale avant au profit éventuellement d'une sexualité anale, eh ben, c'est absolument pas facile à faire pour les personnes. Donc ça va entraîner quand même une difficulté majeure à réinvestir sexuellement un désir sexuel avec un autre organe que celui par lequel on a eu l'habitude de se développer, de comprendre et d'apprécier, hein, en espérant que ce soit apprécié, la sexualité. Les conséquences de la radiothérapie aussi, elles sont importantes sur la peau, la peau brûlée, les tissus, les brûlures intérieures au niveau des organes et notamment au niveau des vagins. On sait que ça peut entraîner des resserrements au niveau du vagin qui vont être perçus par les femmes. Il y a tous les aspects douloureux que ça va entraîner. Et en général, une femme qui a mal au niveau de son ventre ou de ses organes génitaux va pas avoir envie de recevoir une activité sexuelle dans cette zone-là, que ce soit par des caresses manuelles ou buccales, ou que ce soit par des caresses avec un objet ou une pénétration avec un objet ou un pénis. Et puis évidemment, il y a les traitements, l'hormonothérapie qui va modifier aussi les aspects de ressenti du corps et qui, pour certaines hormonothérapies, peuvent entraîner un vrai trouble, mais pour le coup central, hein, c'est-à-dire dès la pensée, dès le cerveau, qui ne va pas être connecté à ce désir sexuel, à cet imaginaire sexuel. Et puis on a tous les effets indirects de type fatigue, nausée, douleurs générales au niveau du corps qui font que on va pas être disponible pour ça. Sur le plan de l'excitation, on va retrouver les sécheresses vaginales qui sont en lien avec les traitements, que ce soit par les médicaments, l'hormonothérapie ou la radiothérapie. Et puis, on va avoir ces modifications des scripts habituels, parce que si on a un corps qui a changé, est-ce qu'on peut le caresser de la même manière? Est-ce qu'on peut l'entreprendre de la même manière? C'est pas forcément ça. Les perturbations pendant le rapport sexuel, ben, j'en parlais tout à l'heure, ce sont les dyspareunies, hein, les douleurs à la pénétration. Les douleurs d'une manière générale, hein, parce qu'on peut aussi avoir des douleurs à d'autres endroits du corps qui vont rendre inconfortables les positions sexuelles habituelles ou faisables pour le couple, parce que évidemment, hein, chaque couple fait ses positions sexuelles en fonction de ce qu'ils aiment, mais aussi en fonction de leur propre capacité physique de se mobiliser dans l'espace. Il va y avoir tout l'aspect des dyspnées, donc les troubles de la respiration. Si on a une respiration qui est courte et qu'on est vite essoufflé, eh bien, il y a certains aspects de la sexualité qu'on peut peut-être faire plus difficilement, comme les rapports bucco-génitaux ou certaines positions qui vont être plus difficiles à tenir. Et puis enfin, il y a aussi la problématique en lien avec les incontinences, parce que les incontinences vont entraîner des désagréments, j'ai envie de dire locaux, au moment d'un rapport intime. Et puis, en dernière partie, on a aussi tous les troubles en lien avec les orgasmes, soit par une modification des perceptions orgastiques, c'est-à-dire que le corps en lui-même ne perçoit plus l'intensité du plaisir sexuel au moment de l'orgasme de la même manière que d'habitude, voire des fois, s'il y a des douleurs, un inconfort vaginal ou une incontinence, des fois c'est l'impossibilité d'accéder à l'orgasme, simplement parce qu'on va être tellement préoccupé par ce corps qui fait du bruit et qui est gênant à ce moment-là que finalement on n'arrive pas à suffisamment lâcher prise pour profiter pleinement des sensations sexuelles en lien avec l'acte en lui-même, y compris, d'ailleurs c'est même pas que l'acte en lui-même, c'est aussi des fois l'ambiance, l'aspect de sensualité, d'érotisme qui est partagé avec le ou la partenaire à ce moment-là et qui finalement perd un petit peu de sens. Il y a un autre facteur aussi qui est psychologique et qui apparaissait un peu en transversal depuis tout à l'heure, euh, mais peut-être j'en reparle après, je sais plus ce qu'on avait mis sur la diapo d'après. Euh, on n'en parle pas là, mais je vais commencer à en dire un mot et au besoin je réaborderai le sujet. C'est le stress. Alors le stress, c'est quelque chose c'est un phénomène qui est quand même assez important. Quand on est touché par la maladie, cet aspect psychologique-là, il est majeur. C'est-à-dire que pour beaucoup d'ailleurs de maladies chroniques ou de maladies aiguës, le fait qu'il y ait à un moment donné dans notre vie un élément qui va être perçu comme une source potentielle de danger pour notre survie va enclencher dans notre cerveau une mise en route particulière, un fonctionnement particulier qui est l'état de stress et l'activation de ce qu'on appelle le système sympathique. L'état de stress en lui-même,
est un état qui va obliger notre cerveau à se focaliser sur l'objet de notre stress, la maladie souvent, et nous empêchant à ce moment-là d'aborder tous les autres sujets qui seraient autour. Et la difficulté, c'est que du coup, on a du mal à désengager son attention de la maladie pour la réattribuer. Alors des fois à des choses aussi simples que faire à manger, la vie de famille, les relations de couple, les relations familiales, les relations professionnelles, et puis des fois aussi évidemment la sexualité. Ce qui va se passer aussi dans le corps, c'est que l'activation de ce système sympathique va entraîner un peu une fermeture, un blocage au niveau du tube digestif, parce qu'évidemment, si notre cerveau doit lutter pour notre survie, bah, c'est pas le moment de boire, c'est pas le moment de manger, c'est pas le moment d'aller éliminer ces matières, et c'est pas non plus le moment d'avoir une sexualité. La nature a prévu que, en cas de stress, en cas de danger imminent pour notre survie, on va avoir le cœur qui va s'accélérer, on va libérer plus de sucre et d'oxygène dans nos membres pour dépenser de l'énergie pour fuir ou pour se battre pour notre survie. Et donc finalement, cette réorganisation-là, physiologique, entraîne beaucoup de fermeture au niveau, bah, et à la fois des artères pelviennes et à la fois au niveau de notre esprit, pour mettre un petit peu des œillères pour nous assurer la survie. Et donc dans ces cas-là, même si, par exemple, on pourrait être touché par une zone assez haute du corps, il n'est pas rare que les femmes décrivent des dyspareunies vaginales parce que, finalement, même si le cancer est localisé ailleurs, tout le stress en lien avec va faire que le vagin va être plus contracté et va être plus douloureux au moment d'une pénétration. Et le fait qu'il y ait un trouble du désir parce qu'on n'arrive pas à se désengager de la tension en lien avec la maladie, bah, va entraîner aussi des troubles de la lubrification. Et quand on a des troubles de la lubrification, a priori, on a des troubles, on a des douleurs. Parce que la muqueuse vulvaire vaginale étant une muqueuse relativement fragile, et en plus fragile notamment avec l'âge, et bien, de fait, s'il y a des pénétrations, ça va être irritant, ça va être douloureux. Donc cet état de stress, c'est vraiment un état physiologique particulier qui a un impact négatif sur la sexualité et j'ai envie de dire ça pour le coup, c'est assez universel, c'est-à-dire, c'est pas vraiment c'est pas propre au cancer, hein, c'est propre à, j'ai envie de dire, tout ce qui peut des fois se dérouler dans nos vies. C'est vraiment, quelque chose que je retrouve beaucoup en consultation chez des gens qui travaillent beaucoup ou chez des gens qui ont, des problèmes de famille, chez des gens qui ont des problèmes d'argent ou d'autres problèmes de santé. C'est, quelque chose d'assez universel. C'est un phénomène assez universel. Alors, il y a beaucoup de professionnels donc qui s'occupent des gens, des corps des gens. Et a-t-on conscience que ce que représente le corps pour chacun de nous? Beh, oui. Et ça, c'est vraiment la question de l'éducation de chacun. Comment est perçu le corps dans l'éducation de chacun? Est-ce que le corps est quelque chose qui est un support, important? Est-ce que c'est un support intéressant? Est-ce que c'est un support de vie dont on prend soin? Ou est-ce que c'est, simplement une enveloppe charnelle qu'on utilise pour, aller un peu plus loin dans la vie ou qui doit nous servir à aller, au travail pour, gagner de l'argent pour, d'autres ambitions? Heu Ça, c'est très, très, très dépendant des familles et on voit bien d'ailleurs à quel point cette éducation a un impact sur la façon dont les gens vont aller plus ou moins rapidement, alors à la fois chez le médecin ou à la fois vers les dépistages. L'autre chose aussi, c'est que les organes sont chargés d'une symbolique aussi en elles-mêmes. Heu, un organe, et les organes d'ailleurs ne nous parlent pas de la même manière. C'est-à-dire que je fais souvent cette comparaison en consultation pour les patients. Quand on est une fille ou quand on est un garçon à l'adolescence, eh bien, nos organes, le réveil de nos organes génitaux ne nous disent pas la même chose. Un garçon, il va être réveillé en pleine nuit, probablement parce qu'il a une érection nocturne avec peut-être une éjaculation, et ça va être associé à la fois à quelque chose d'assez plaisant, puis à la fois, parfois avec quelque chose d'un peu humiliant parce que mince, on a quelque chose de mouillé, de collant, et qu'on va peut-être pas oser savoir le dire à sa maman ou à son papa, en fonction en plus du contexte de vie dans lequel on est. Heu, mais néanmoins, c'est quand même associé à une forme de plaisir, parce que souvent c'est l'émergence de la génitalité à l'adolescence chez les garçons, c'est souvent perçu comme associé au plaisir, alors que chez les filles, quand la silhouette change et que la poitrine commence à pousser ou que, les premières règles arrivent, eh bien la compréhension qui va être donnée dans la famille, ça va être de dire: «Bah oui, tes organes changent parce que ça va te permettre
de te préparer à accueillir un jour peut-être un enfant dans ton corps. Et donc finalement, c'est pas des aspects de plaisir ou d'orgasme qui amènent les filles à prendre conscience de leur corps et de leur génitalité. Alors que chez les garçons, le vécu est différent. Donc ce qui veut dire aussi que les motivations à la sexualité vont être vécues de manière très différente et j'ai envie de dire aussi parce que de siècle en siècle, on a vécu des choses différentes dans les transmissions qui se sont faites, de manière, familiale. À ça, on ajoute aussi le fait qu'aujourd'hui, on a quand même un certain diktat du corps pour les femmes qui existe depuis un certain temps. Et rares sont les publicités où on montre des femmes avec, des corps variés, la plupart du temps et depuis les années 50, hein. Les corps féminins sont exposés pour leur silhouette généreuse, pour leur corps ou leur plastique qui correspondent aux désirabilités, sociales et sexuelles des hommes, dans une société donnée et finalement on voit bien que chez nous, encore une fois, rares sont les publicités qui mettent en œuvre, ou des femmes un peu plus rondes ou des femmes un peu plus âgées. Donc, comment se reconnaître, dans une normalité dans son corps, si encore une fois les silhouettes sont toujours présentées dans leur générosité, et notamment dans leur aspect sexué et de désirabilité sexuelle? Voilà, et pourtant tous les corps peuvent représenter une désirabilité sexuelle. Alors peut-être pas pour tout le monde, mais le plus important, c'est que ça représente une désirabilité sexuelle, surtout pour les partenaires avec lesquels on partage une vie, une sexualité. Je reviens sur la question des organes. Bien évidemment, les organes sont chargés de représentation, comme je le disais, et puis ils sont aussi chargés de certaines fonctionnalités. Et chez la femme, la fonctionnalité du sein dans l'allaitement, elle est évidente. La fonctionnalité du vagin dans l'enfantement, elle est aussi évidente, que ce soit d'ailleurs dans la procréation ou dans l'enfantement. Donc peut-être que certains soignants vont être aussi plus sensibles à certains aspects de la sexualité de la femme, ou en tout cas de l'intérêt du corps ou de certains organes dans le corps, au regard aussi de leur propre histoire, de leur propre vécu, de leur propre représentation, et de ce que eux considèrent d'être la fonctionnalité d'un organe. Alors que finalement, c'est pas toujours celle que les femmes en face leur attribuent. Et bon, et ça amène des fois à des petits quiproquos, des incompréhensions ou des insatisfactions. Euh, voilà, sur oui, c'est important de préserver ci ou ça, alors que finalement, c'était peut-être moins important pour une femme. L'exemple auquel je pense qui n'est pas de la cancéro, c'est la question de la ligature des trompes chez les femmes. Beaucoup de femmes que j'ai reçues en consultation qui, quel que soit leur âge, hein, certaines trentenaires, d'autres quarantenaires, voudraient accéder à une ligature des trompes pour pouvoir avoir une certaine autonomie contraceptive et ne plus avoir besoin de prendre des contraceptions hormonales et pour lesquelles aussi des fois le stérilet n'est pas forcément adapté, etc. Puis finalement, on voit qu'il y a une certaine résistance de la part de certains gynécologues, particulièrement certains gynécologues hommes, qui trouvent des arguments plutôt opposés au fait d'accéder à la demande de la femme, au motif qu'on ne sait jamais, elle pourrait encore avoir à procréer. C'est faire fi de la demande et de la parole des femmes à ce moment-là. Donc, c'est pas facile, je pense, aujourd'hui, pour beaucoup de femmes. Encore une fois, tout ça contribue à une espèce de rapport compliqué à la fois au corps et à la fois à la médecine, pour un certain nombre de femmes, pour pouvoir aller prendre soin, j'ai envie de dire, de manière plus facile, plus aisée, de leur corps. Heureusement, certaines y arrivent, parce que des fois, on se dit finalement, j'ai plus besoin de prendre soin de ma santé que finalement de- d'éviter ça, parce que peut-être j'ai quand même une certaine conscience de mes besoins de survie. Et puis des fois, malheureusement, pour certaines personnes, c'est évidemment plus difficile. Alors, sur choix des patientes en consultation, euh, les thématiques, hein. Quelles sont les thématiques et les difficultés qui sont le plus souvent rapportées? Alors, la question de comment retrouver de la libido, c'est quelque chose qui est très important. La fonctionnalité sexuelle, c'est quelque chose qui est très important, qui d'ailleurs n'est pas forcément la demande des femmes, qui est parfois plus la demande de leur conjoint ou conjointe, demande qui pour certains est une demande entendable, faite avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de bienveillance, avec un bel accompagnement. Et puis des fois, on a quand même certaines femmes qui sont sous la pression psychologique du désir de leur partenaire et pour lesquelles
elles rencontrent des difficultés parce qu'elles ont du mal à se connecter à ça. J'en parlais tout à l'heure, c'est l'effet du stress et de ses conséquences, hein. C'est-à-dire que si à un moment donné, on est tellement préoccupé par sa survie qu'évidemment, même si on aime son partenaire, ou sa partenaire, il y a des moments où on n'a pas envie d'être dans autre chose parce qu'on a besoin de recentrer sur soi, sur le corps. Ça, c'est, un élément. Après, l'autre élément, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la question du rapport à la mortalité, hein, rapidement. Dès lors qu'on est dans un rapport à la mortalité potentiel, on réorganise l'ensemble de nos priorités. Et donc les femmes viennent consulter en disant: «Bon, bah, voilà, là, ça va mieux, mais pour autant, j'ai l'impression que je n'arrive pas à me reconnecter, j'arrive pas à déconnecter de la maladie. J'ai besoin de laisser ça de côté, de laisser ça dans un coin de ma vie». Et donc on va travailler sur, comment faire pour reprendre du quotidien, pour reprendre une activité professionnelle qui, des fois, sera plus la même après qu'avant le cancer. Comment retrouver du plaisir de vivre, comment, éviter les troubles à travers une bonne forme physique globale et à travers aussi une présence à ce qu'on fait. Et c'est un des travaux les plus intéressants à faire, c'est justement de travailler pour contrer les effets du stress, pour permettre aux personnes de réhabiter leur corps, de revenir dans une présence corporelle, chaleureuse, humaine, heu, dans quelque chose oui, d'assez corporel, finalement. Et c'est là où, on peut avoir des fois des conséquences par rapport aussi à la pilosité. Ça fait partie des moments difficiles. Heu, Quand la pilosité a disparu, en tout cas, quand il y a certains traitements de chimio qui enlèvent les cheveux, qui enlèvent les sourcils, qui enlèvent les poils pubiens, il y a des personnes pour qui c'est douloureux. Et à la fois parce qu'elles se voient en permanence dans cet aspect de la maladie et c'est un représentant symbolique de la maladie chez la femme, et à la fois parce que, culturellement, on est quand même plutôt dans un rapport à la pilosité un peu particulier, hein. On a toujours, dans la civilisation vu, des représentations de femmes avec des cheveux longs depuis la nuit des temps, jusqu'à ces dernières années où on a valorisé aussi plus les femmes avec des coupes de cheveux à la garçonne. Mais ça n'empêche que la pilosité capillaire chez la femme est quelque chose qui est très important et qui est un vrai sujet, hein, le sujet de l'alopécie chez la femme, même hors contexte de la maladie, cancéreuse, c'est quelque chose qui est, très important. Et puis, il y a aussi ce rapport, au fait qu'il en faudrait là au-dessus sur les cheveux, mais il en faut pas sous les bras et il en faut pas non plus, au niveau de la moustache, il en faut pas au niveau du menton, il en faut pas au niveau du pubis. Donc voilà, et il en faut pas au niveau des jambes non plus. Donc ce qui oblige aussi beaucoup de femmes à devoir gérer ces aspects-là. Mais encore une fois, ces aspects-là, eh bien des fois quand on est fatigué, des fois quand on a mal, quand on n'arrive pas à se pencher, quand on n'a pas envie de se raser la jambe parce qu'on n'arrive pas, parce que c'est loin, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Comment on organise tout ça? Donc ça fait partie des choses, dont on parle, dont on essaie de trouver des solutions ensemble un petit peu. Alors je prends un petit peu la remarque de Sarah aussi sur la question de la différence homme-femme sur, la question de la plainte. Il y a une chose qui est assez importante en sexualité humaine, et on est assez d'accord chez les sexologues sur ce point, c'est que souvent, pour qu'une femme soit bien dans sa sexualité, il faut qu'elle soit bien dans sa tête, bien dans ses sentiments, dans ses émotions. Alors que chez un homme, on considère qu'il souvent la façon dont c'est organisé, c'est que pour qu'un homme se sente bien dans sa tête et dans ses émotions, il faudrait qu'il aille bien dans sa sexualité. Donc quand on a ces 2 aspects en miroir qui ne se correspondent pas tout à fait, là on a un vrai job à faire avec les couples pour essayer d'aider les messieurs à comprendre que, eh bien, il va falloir peut-être différer un petit peu la question de leur génitalité au profit d'une meilleure affectivité pour leur partenaire, pour leur permettre à elles, qui sont malades, de retrouver du couple, et c'est en retrouvant du couple qu'elles vont retrouver un petit peu, de désir et de motivation à la sexualité. Donc effectivement, Sarah, dans votre remarque, il y a quelque chose qui est plutôt juste, et c'est bien aussi pour ça, c'est peut-être une piste de réflexion par rapport à la statistique de tout à l'heure sur l'étude Vican 2, parce que finalement, les messieurs en consultation vont peut-être poser la question de la pénétration, en tout cas de l'érection, de ce qu'ils vont pouvoir faire de leur pénis, quand ils sont, touchés par la maladie. Après, moi je ne réduis pas du tout la femme à la question de son rapport émotionnel au monde. Beaucoup de femmes ont un rapport très sexué aujourd'hui à leur corps, à leur vie de couple, et on voit bien que l'aspect, comment dire?
le sujet de la sexualité chez les femmes est un sujet qui est largement passé du tabou des années 40, 50, 60 à quelque chose qui est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus communiqué aujourd'hui, qui est beaucoup plus décomplexé, et notamment à travers et à la fois tout ce qui se passait dans les réunions tupperware entre guillemets version lingerie, sous-vêtements et sextoy, et puis tout ce rapport au sextoy et à tout ce qui se dit aujourd'hui, tout ce qui se promeut autour de cet objet qui apporte une émancipation aussi importante pour beaucoup de femmes. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur cet aspect de l'accompagnement, en tout cas d'un retour vers la sexualité des femmes. Il y a des demandes, hein, d'accompagnement, heu, mais c'est vrai que souvent il y a des besoins aussi de gérer le couple, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, faut pas oublier que quel que soit le moment où arrive la maladie, elle arrive probablement dans un couple qui a déjà une antériorité, et c'est cette antériorité qui souvent, si elle n'a pas été prise en charge avant, devient à ce moment-là, importante, et il faut s'en occuper parce que, du coup, sinon c'est la crise, et comme la maladie apporte une crise, et bien, on rajoute une crise sur une crise, et c'est aussi pour ça que souvent ça fait bouger les systèmes de couple. Ça les oblige un petit peu à se confronter, à communiquer et à venir chercher de l'aide. Ça, c'est très bien. Alors, alors, face aux difficultés physiques et bah, du coup, et notamment sexuelles, euh, quelles sont les propositions que l'on peut faire aux femmes justement pour les accompagner? Alors, l'accompagnement psychologique et sexologique, il est très important, en fait. Là, ce que je vous explique depuis tout à l'heure, c'est, il faut accueillir cette plainte qui est fondamentale, hein, il faut pouvoir l'entendre, et même si on n'a pas d'ailleurs une réponse immédiate à formuler, le plus important, c'est des fois simplement d'être à l'écoute du besoin de l'autre. L'autre élément qui est important, c'est que quand on va aborder les aspects, qu'ils soient psychologiques ou sexologiques, on aborde les aspects du couple et de la relation. Je dis souvent, à mes patients, hem rares sont les patients qui ont des problèmes avec leur sexualité solitaire. Donc des fois, je le dis de manière un petit peu plus légère. Donc ce qui veut dire que la plupart du temps, les troubles sexuels sont d'abord et avant tout des questions de troubles relationnels, et que quand on a une dysfonction sexuelle chez l'un, il n'est pas rare qu'on trouve une dysfonction sexuelle chez l'autre, ou en tout cas, il faut s'y intéresser. Donc c'est pour ça que le couple et son antériorité sont vraiment des choses sur lesquelles on va devoir s'attarder, parce que ça conditionne énormément l'évolution des couples et l'évolution de la sexualité des femmes, heu et fort heureusement, on a des messieurs qui souvent sont capables d'entendre et de s'adapter, à condition qu'on leur dise comment faire. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est que les messieurs, dans les couples, ne devinent pas les besoins des femmes, et quand parfois ils n'arrivent pas par eux-mêmes à aller se renseigner, eh bien, ils ont vraiment besoin d'être positivement accompagnés. Tu parlais tout à l'heure de l'importance de la bienveillance dans les chats et dans les échanges, et cetera. C'est la même chose quand on accompagne des couples. Les hommes ont besoin aussi d'avoir ce regard bienveillant qui considère que non, on leur en a pas parlé. Si les femmes parlent beaucoup entre elles de sexualité, de ce qu'elles vivent, et cetera, les hommes entre eux ne parlent pas tant que ça de sexualité, ou alors ils se racontent des carabistouilles, comme pour reprendre certains mots de notre président de la République. C'est-à-dire que les hommes ont quand même souvent un peu tendance à glorifier leurs histoires de vie affective et surtout sexuelle, plus qu'affective. Et du coup, dès qu'il s'agit d'aborder la réalité des choses, la réalité de leur sexualité, eh ben, il n'y a plus personne. Donc, il faut pouvoir les accueillir et les accompagner parce qu'ils ont énormément besoin. Et puis après, il y a aussi toutes les aides, les autres aides qu'on peut apporter, c'est-à-dire les médicaments qui vont aider aussi à prendre en charge certains aspects de difficultés relationnelles ou psychologiques. On va avoir tout ce qui est de l'ordre des traitements associés. On a des traitements des fois par laser, on a des choses qui peuvent améliorer énormément l'aspect local des organes, parfois au prix de chirurgie, de reconstruction. Donc c'est tous les aspects un peu, de prise en charge physique et médicaux. Il y a les soutiens associatifs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi, des associations qui apportent de l'information et du soutien aux patients. Je pense notamment aux Dragon Ladies. Ça fait partie des choses dans lesquelles les femmes peuvent se sentir, soutenues, accompagnées et partager leurs expériences. Et puis il y a tout l'aspect des médecines douces, tout ce qu'on va retrouver en sophrologie, en reiki, en yoga, et toutes les approches, qui sont
j'ai envie de dire en parallèle, moi je suis pas fermé à l'aspect, je sais pas si c'est politiquement correct de le dire quand on est psy, mais si les gens sont contents d'être allés voir un magnétiseur, ben moi c'est pas moi qui vais leur dire que c'était une mauvaise idée, que c'est pas bien, que c'est dangereux, etc. Si ça se passe bien et que les gens en ressortent contents et qu'on va chez quelqu'un qui a priori est connu, a une certaine réputation, on sait que ça se passe bien, c'est plutôt une bonne chose. Si par contre on va chez des gens qui ont pas ou peu d'expérience ou qui utilisent des diplômes ou des titres sans les avoir vraiment exercés ou en tout cas sans avoir été formés à ça, bon bah là il faut faire attention. Mais ce problème-là, il n'existe pas que dans les médecines douces. C'est vrai, être un bon professionnel de santé, c'est pas une question de diplôme. Donc voilà. Mais on disons que quand on a des gens qui sont diplômés, on a quand même un peu plus d'assurance de tomber sur des gens qui se sont penchés et qui ont fait l'effort de s'investir sur des formations, sur consacrer du temps à se préparer, à accompagner les autres. Donc pour ma part, j'ai quand même plutôt tendance à renvoyer vers des collègues qui sont formés sur des choses dont on sait que ça fonctionne bien, sur des thérapeutes, psychologues de formation, euh, parce que après c'est aussi ma sensibilité professionnelle, évidemment. Ce qu'il faut pas oublier, un petit mot avant de repasser peut-être à la dernière diapo, c'est que la sexualité au sein des couples, c'est une transaction relationnelle. Il y a beaucoup de couples qui fonctionnent grâce à leur sexualité, et il y a beaucoup de couples qui fonctionneraient tout aussi bien même sans sexualité, mais ça n'empêche que ça représente pour beaucoup quelque chose de l'ordre d'une transaction. On se donne quelque chose à l'un et à l'autre, et c'est parce qu'on se donne réciproquement quelque chose qu'on s'apporte aussi mutuellement. Et ça, il faut pas l'oublier. C'est juste que, encore une fois, et je reviens sur la remarque de Sarah, la dernière remarque, quand on n'a pas tout à fait les mêmes besoins et les mêmes demandes, il est parfois compliqué de continuer à s'apporter des choses, mais les couples savent ce dont ils ont besoin. Et des fois, le bureau, en tout cas le bureau du sexologue, peut être simplement l'endroit où les gens vont venir déposer, verbaliser leurs besoins à une tierce personne qui va se charger de reformuler pour l'autre. Et encore bienveillance, comme on accompagne dans cette idée que le couple a aussi des ressources pour s'en sortir et qu'on va aller chercher avec eux ce qui marche le mieux chez eux, et bien évidemment, ça apporte des résultats satisfaisants. Et c'est aussi pour ça que j'encourage vraiment les personnes qui en ont besoin à consulter, parce que c'est avoir une tierce personne qui nous permet des fois de rajouter de la communication, c'est toujours bien quand c'est bien fait et quand c'est fait dans la bienveillance pour chacun, évidemment. Parce que les couples ont quand même énormément de ressources. Les couples ont des histoires, ils ont des rencontres, ils ont des complicités, ils ont des choses qui vont bien entre eux, et c'est ça qui nous aide le plus à les aider à surmonter les épreuves. Après, évidemment, il y a aussi des couples qui sont dysfonctionnels, il y a des couples qui vont exploser ou qui vont voir apparaître des choses moins joyeuses comme des violences conjugales. Et là, évidemment, être une tierce personne, c'est aussi l'occasion de remettre un cadre juridique et relationnel pour dire aux gens, attention, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Moi, ça m'arrive de recevoir des couples dans lesquels il y a des violences. Je fais, moi, je suis assez direct sur le fait de leur dire, écoutez, là, vous franchissez des zones qui font que votre relation risque d'être irrémédiablement abîmée. Et, euh, et à ce moment-là, faut pas imaginer que vous pourrez retrouver une sexualité qui soit satisfaisante, parce qu'à un moment donné, il y a des choses qui nous blessent de trop profondément. Et c'est là aussi où c'est pour ça que c'est important d'accompagner le couple. Parce que quand on est dans des phases de détresse, comme on peut en avoir à la cause d'une maladie cancéreuse, eh bien évidemment, il faut être extrêmement vigilant aussi à ce qui se fait, à ce qui se dit au sein des couples, parce que, encore une fois, il y a de l'antériorité. Hein. Et il peut y avoir aussi des problèmes d'argent, des problèmes de finances, de famille, et d'autres problématiques qui viennent s'associer avec des parents ou des enfants qui eux-mêmes sont dans des moments de crise de vie, et ça peut faire exploser des systèmes. Donc, faut être toujours très vigilant à cet ensemble de choses et ne pas réduire l'accompagnement des couples à simplement des aspects émotionnels ou des aspects sexuels purs, parce qu'évidemment, le couple, c'est un ensemble de vie, c'est un système. Alors là, du coup, là, on est vraiment dans l'accompagnement et c'est vrai que la question qu'on se pose assez souvent quand on cherche à être accompagné, c'est bah, à qui on peut s'adresser. Alors, je pense que là, tu as des pistes justement à apporter.
Oui, oui, bah parce que, alors évidemment, il y a les associations. Je parlais tout à l'heure des Dragon Ladies, mais il y a beaucoup d'associations en lien avec le cancer du sein. Il y a des associations qui sont devenues des institutions, d'ailleurs, hein, quand on parle de la Ligue contre le cancer. Il y a des institutions plus sur la recherche, comme l'INCa, je crois. En tout cas, il y a quand même énormément de choses. Et puis, il y a des associations plus locales, des associations professionnelles, des réseaux de soins, comme le réseau Onco-Normandie, qui propose une page où on peut retrouver les sexologues de la région. Et puis il y a le réseau de santé sexuelle de la métropole rouennaise, qui lui aussi tient un agenda, enfin un agenda à la fois des manifestations et puis à la fois un, un répertoire des professionnels de santé qui sont impliqués dans différents champs de la santé sexuelle, et notamment pour celles et ceux qui sont impliqués dans la cancérologie. Donc c'est important, quand on a une interrogation pour savoir si un professionnel est formé ou en cancérologie ou en sexologie, le plus simple est encore de le demander directement au professionnel. Et parfois, les gens n'ont pas de diplôme, mais ils ont une longue expérience professionnelle dans le domaine, donc c'est toujours rassurant. Après, sachez, c'est vraiment très important. Moi, je contribue aussi avec mes collègues des réseaux à créer des réseaux avec des répertoires de gens sur lesquels on peut compter. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces outils sur le plan local, parce que c'est vraiment comme ça qu'on travaille le mieux au niveau local ou régional, c'est en utilisant les supports locaux et régionaux tels que, comme je le disais, le réseau Onco-Normandie ou le réseau de santé sexuelle de la métropole rouennaise. Voilà. Il y a d'autres réseaux, hein, d'ailleurs, dans le champ du handicap. Il y a les réseaux Intimagir. Il y a plein de choses qui se mobilisent là depuis quelques années et ou plus ou moins portées par les ARS. Donc, on a des choses de ce côté-là. Et même les ARS peuvent des fois aussi servir à renseigner sur les professionnels qui peuvent intervenir dans ces situations. Il Voilà. me semble, Après, je connais pas tout, mais il me semble que tu avais parlé aussi du référentiel de l'AFSOS aussi. C'est intéressant. Alors, je sais pas tout à si. fait. Ouais. Oui, oui, on a depuis plusieurs années des institutions comme l'AFSOS, l'Association française des soins oncologiques de support, et la Ligue contre le cancer, qui ont fait des livrets pour parler de la sexualité avec le cancer. Euh, D'ailleurs, je crois que le livret de la Ligue, on était plusieurs à intervenir dessus dans la région, puisque c'était quelque chose qu'on avait travaillé dans la région avec la coordination de Sophie Le Sens à une époque. C'était soutenu par la Ligue contre le cancer, et c'était le livret Sexualité et cancer. Voilà, il y a le référentiel Afsos. Il y a, c'est des outils qu'on peut trouver en ligne et gratuits. Il suffit d'aller sur les sites. Bah là, je vous enverrai à tous par mail tous les liens, etc., que vous pourrez retrouver, y compris que ce soit les plaquettes ou les petits livrets qui sont fournis justement à l'origine. Je pense que ça pourrait être pas mal. Je pense qu'on a fait un peu de tour sur qui on peut s'adresser et ce qui existe, il me semble. J'ai bien l'impression. Après, faut pas oublier que dans les institutions, hein, CHU, CHB, hôpitaux locaux, on a des psychologues, on a des gens formés en sexologie pour certains. Il faut pas hésiter à leur demander, quand on est patient de ces institutions, hein, d'aller se renseigner pour demander à être accompagné. Hein, et puis, vous savez, les psychologues, il y en a beaucoup qui sont pas forcément formés en sexologie, mais on travaille tous avec l'intimité, avec l'intériorité des gens. Donc, là, l'immense majorité des psychologues pour adultes qui interviennent dans le champ de la cancérologie ont quand même une forte sensibilité sur le fait d'accompagner les couples à travers les difficultés en lien avec la maladie et ses conséquences, y compris sur des plans très intimes. Je parlais tout à l'heure des stomies digestives, mais les stomies urinaires, les stomies respiratoires, ça fait partie aussi des choses qui modifient énormément le schéma corporel. Et les psychologues sont formés, enfin en tout cas ils sont habitués à accompagner les personnes dans ces dimensions-là. Donc faut pas hésiter à y recourir. Et puis encore une fois, après, il y a aussi les autres professionnels. Je pense là, comme ça, un peu en dernière minute, à la sophrologie que j'avais cité tout à l'heure, mais il y a aussi les soins socio-esthétiques qu'on peut retrouver aussi dans certains établissements, qui servent à aider les patientes à retrouver aussi cette corporéité, cette capacité à se connecter à son corps et à habiter son corps pour pouvoir le vivre, y compris dans les moments où c'est douloureux, mais justement pour pouvoir mieux l'habiter, pour mieux le prendre en charge et mieux le réhabiliter après pour une vie intime ou pas d'ailleurs. On n'est pas obligé d'avoir une vie intime et sexuelle, mais au moins pour se sentir bien dans son corps
et retrouver du plaisir d'habiter son corps. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ça, c'est quand même aussi le rôle de l'accompagnement psychologique. Alors il me semble alors on avait discuté aussi, niveau formation d'une association, c'était? Ah On oui, n'a pas alors cité, ce serait bien de citer, je pense. oui, c'est l'AIUS, l'Association interuniversitaire de sexologie. En fait, c'est l'association qui, organise aujourd'hui, le déroulement des diplômes, interuniversitaires de sexologie dans les différentes universités, en France. Alors là, pour nous, les plus proches, c'est, l'ILAMIEN où j'interviens. Il y en a à Paris et il y en a à Rennes. Voilà, donc pour les professionnels qui souhaitent, développer et aller un peu plus loin dans ces formations-là, il y a les diplômes interuniversitaires et puis il y a des les DU d'oncosexualité ou d'oncosexologie. Mais pour le coup, il y en a pas dans la région. Je crois que ça va être plutôt vers Toulouse ou Bordeaux. Voilà, mais toujours, ce sont des diplômes qui sont alors, pour certains, des fois, on peut les faire aussi en visio, hein, parce que c'est quelque chose qu'on a développé évidemment depuis le Covid. Mais en tout cas, l'association interuniversitaire de sexologie apporte une structuration pour ces formations. Et le site d'ailleurs de l'AIUS, de cette association interuniversitaire de sexologie, est aussi un répertoire des sexologues qui sont membres de la formation, donc nécessairement diplômés d'une formation en sexualité humaine, et qui sont répertoriés sur l'ensemble du territoire national. Donc ça aussi, c'est intéressant pour aller chercher des gens formés sur le plan universitaire. Parce qu'évidemment, il y a différents types de formations. Il y a des formations qui sont plus faites, j'ai envie de dire, en local, ou des formations par des centres de formation ou par des mouvements militants. Et puis, il y a des formations qui sont plus universitaires, comme ça a été le cas pour moi et comme c'est le cas pour d'autres collègues de la région qui sont répertoriés sur le réseau Onco-Normandie notamment. On pourra justement donner tout justement tous ces, j'enverrai par mail toutes ces infos et tout justement, tout lister un peu, voilà, tout ce que tu as un peu apporté justement sur ce volet, à qui on peut s'adresser, tout ce qui existe. Alors je sais pas s'il y a des questions? Je pense qu'on pourrait passer aux questions, même si le contenu a été très riche et très intéressant et a apporté énormément déjà de réponses. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit passer par le chat ou demander la parole. Après, des fois, le temps d'écrire, Oui, c'est ça. selon la rapidité de chacun. Après, Vous dans êtes tous les cas, il ne faut jamais oublier que les médecins qui accompagnent les patients, que ce soit les spécialistes, les chirurgiens ou les oncologues, encore une fois, aujourd'hui, sont plus sensibilisés à ces questions. Ils eux-mêmes essayent de connaître les réseaux, eux-mêmes essayent d'accompagner au